Salut, c'est Elric du podcast The CES Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Moubèche, fondateur et directeur général de Lemlist. Donc du coup, Guillaume, bienvenue et merci d'être là avec nous sur le podcast. Ça va bien? Ouais, super, merci de me recevoir, Elric. Avec grand plaisir. Et je suis content parce qu'en fait, de t'avoir sur le podcast parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant qui est le cold emailing. Et avant ça, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter comment tu en es arrivé là et comment tu en es arrivé à faire Lemlist? Oui, bien sûr. Du coup, Guillaume Moubèche, CEO président de Lemlist. Faut parler avec des mots français. Lemlist, c'est une plateforme d'envoi de mails, de sales automation, quoi, qui permet aux équipes commerciales d'obtenir plus de réponses à leur cold email, donc leur mail de prospection. Avant de créer Lemlist, j'avais en fait ma propre agence d'acquisition où typiquement, en fait, nous, ce qu'on faisait, on était engagé par des scale-up, start-up et grosses PME pour trouver des clients. Donc, en fait, on faisait la prospection pour eux et on leur revendait du lead. Sauf qu'après un certain temps, en fait, j'avais, on va dire, testé à peu près tous les outils qu'il y avait sur le marché. Je n'étais pas forcément très convaincu des niveaux de personnalisation que les outils pouvaient apporter. Et du coup, je me suis dit qu'il y avait potentiellement une place pour un outil qui soit beaucoup plus orienté vers l'humain. Parce qu'au final, quand tu regardes les sales, enfin la vente en général, tu fais de la vente pour des humains, avec des humains. Et en fait, c'est pas qu'une question d'acheter tel ou tel produit, c'est plutôt une question de relation. Et les outils qui existaient actuellement et sur le marché encore aujourd'hui, qui sont d'ailleurs même certains les leaders, sont des outils en fait qui ne permettent pas d'arriver à un niveau de personnalisation suffisant selon moi. Et donc, du coup, on a commencé à lancer en fait Lemlist en début 2018. Donc, ça va faire bientôt 2 ans. Et en 2 ans, nous, tu vois, on a plus de 8000 clients partout dans le monde. Et ça va de la startup, scale-up, comme des boîtes en France, pour ceux qui connaissent, comme Miro, Shaper, Comet, etc., jusqu'à des boîtes américaines comme Zendesk. Donc, en fait, on a un éventail assez large dans nos types de clients parce que, évidemment, les équipes commerciales existent sur un peu toutes les boîtes. Ouais. Et du coup, voilà, donc le gros différenciant de Lemlist, c'est vraiment l'aspect personnalisation où à l'intérieur des mails de prospection, on va pouvoir ajouter des images personnalisées, des vidéos et aussi des fonctionnalités de personnalisation en fonction de la cible qui est targetée, qui n'existe pas sur d'autres plateformes. Et justement, comme tu es en train d'en parler, tu as déjà commencé à en parler un peu, du cold emailing, de l'emailing en général. Quels sont Ouais. pour toi, en fait, justement, les trois gros challenges qui existent aujourd'hui? Alors pour les équipes commerciales, je pense qu'il y a le premier challenge si on part du haut de l'entonnoir de vente, enfin Ouais. du funnel, je ne sais pas comment on dit en français, c'est l'entonnoir, ouais, mais, en gros, c'est dans un premier temps la data. Donc comment faire pour être sûr que les personnes et la donnée qu'on récolte sur des potentiels prospects est bonne et surtout qu'elle a un maximum de points de personnalisation. Donc typiquement, tu vois, il y a des gens qui vont récupérer ma data et qui vont dire, qui vont me prospecter en m'appelant, en pensant que je suis chef du marketing, ce qui est totalement faux, tu vois. Ou même que je suis ingénieur, quoi. Je reçois parfois enfin, je suis ingénieur, mais je reçois parfois des offres d'emploi pour être développeur, tu vois. Et je suis là, c'est totalement off. Et en fait, Ah, c'est ça, des gens qui regardent même pas ton profil, en fait. ouais, c'est ça. Ils prennent, soit ils récupèrent des emails dans tous les sens. Et en fait, on se rend compte, même avec nos clients, des boîtes, des belles boîtes qui ont vraiment ce problème de ciblage. Donc ça, je pense que c'est un problème que beaucoup de personnes ont. Dans un Ouais. second temps, je pense que c'est le second problème que beaucoup de personnes, auxquelles les gens n'ont pas forcément de solution, on va dire, c'est la partie rédaction des templates. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens vont aller taper sur Google template de cold email, template de prospection, etc. Donc, tout le monde, en fait, réutilise les mêmes templates, ce qui fait qu'en fait, on est inondé de mails de prospection qui sont tous les mêmes et les gens commettent tous les mêmes erreurs. Parce qu'en fait, ce qui se passe en général, donc pas pour rentrer dans le détail SEO, etc., mais en fait, les articles qui vont ranker, qui vont se classer le mieux sur Google, c'est des articles que tout le monde va reprendre en pensant que c'est la science, quoi. Il y a ça et il y a rien à côté. Et du coup, en fait, on se met à appliquer des techniques en fait qui fonctionnent pas. Et du coup, les gens sont très déçus lorsqu'ils lancent leur première campagne parce qu'ils s'étaient dit, bah, attends,
j'ai mis un tag prénom, c'est déjà de la personnalisation, quoi. Mais ça, c'est pas de la personnalisation. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point, c'est de tomber dans du copiage en fait de tout ce qui se fait actuellement, sans essayer d'être nouveau. Et ensuite, voilà quoi, ça c'est tu sais, c'est toute la partie qui va être vraiment les erreurs classiques, c'est-à-dire toutes les personnes qui commencent par se présenter dans leur email, qui parlent que d'eux et pas de la personne, qui mettent en avant uniquement leurs produits, leurs services et pas du tout sans se concentrer sur la personne qui contacte, ne pas faire de compliments à la personne que vous contactez, ne pas avoir des différents degrés de personnalisation, etc. Ça, c'est des erreurs qui sont assez communes. Et je pense que le dernier point, et ça, c'est un point sur lequel nous, on a beaucoup travaillé à Lemlist, chez Lemlist, c'est la partie délivrabilité. C'est-à-dire, est-ce que ton email arrive dans l'inbox, donc dans la boîte mail principale de la personne que tu contactes, ou est-ce que ton email arrive dans les spams? Et ça, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Mais en gros, moi, la métrique en général que je donne, c'est si ton taux d'ouverture est inférieur à 50%, ça veut dire que la plupart de tes emails arrivent en spam et que tu as un problème de délivrabilité. Et donc, pour ça, tu vois, il y a un aspect où il faut évidemment demander un petit peu d'aide de l'équipe technique. Ça ne prend pas beaucoup de temps de leur part, mais ça permet d'avoir un boost en délivrabilité et donc en taux d'ouverture et donc en taux de réponse, etc. significatif. Donc, il y a plusieurs choses à setuper comme le SPF, le DKIM et un tracking, custom tracking domain. Donc ça, tu vois, tout ça à setuper, ça doit prendre 10-15 minutes à un développeur et ça permet Ok. d'avoir un boost, mais la plupart des gens ne pensent pas à le faire en fait. Et ça, tu as un boost de combien à peu près, tu sais? Pour certaines personnes, ça peut Ouais. être. En fait, tu as beaucoup de cas, mais ça peut aller jusqu'à 2 fois plus de taux d'ouverture, quoi. Donc 100% de boost. Ok. Ah ouais, bah Ouais, c'est ouais. quand même super intéressant de faire parce que je t'avoue que nous, on ne l'a pas fait Ok. dans la boîte. Donc, justement, c'est en parlant, hein, Donc, 10 à 15 minutes et tu vois ça avec un de tes Ouais, développeurs. c'est ça. Genre, en gros, si tu veux, le SPF et le DKIM, c'est en gros la carte d'identité de ton domaine. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu sais, les ESP, donc les emails, c'est les providers d'emails, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils ont mis en plus des étapes de sécurité Ok. qui ne peuvent pas être automatisés en fait, où un humain est obligé de passer du temps dessus. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est juste pour valider qu'il y a bien un humain derrière un domaine. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vois, pour contrer le spam, donc des personnes qui envoyaient des centaines de millions d'emails à tout le monde pour essayer de récupérer des informations, carte de crédit, etc. Ils ont décidé de mettre en place, tu vois, ce type d'infrastructure. Donc, et en fait, le SPF et le DKIM, pour faire simple, c'est comme si c'était la carte d'identité de ton domaine. Tu as dit, OK, j'ai une carte d'identité, donc quand il arrive, il le check. Et après, la partie custom tracking domaine, là, c'est en fait, dès que tu vas traquer une ouverture ou un clic, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ça soit traqué sur le même domaine ou le même sous-domaine que tu utilises Hmm. pour envoyer les mails. Comme ça, en fait, ces boîtes mail, quand elles reçoivent le mail, elles disent, ah, c'est le même mail et c'est le même tracker. Du coup, je sais que c'est le même client, la même personne. Il n'y a pas de choses qui essayent de se passer dans le mail, un peu différentes, un peu bizarres, etc. Et comme ça, toi, tu es maître de toute ta délivrabilité. C'est-à-dire que tu n'es pas affecté par potentiellement d'autres clients. Parce que tout à l'heure, là, tu me disais que tu utilisais un de nos compétiteurs que je ne mentionnerai pas. Mais, mais du coup, typiquement, en fait, à partir du moment où tu as beaucoup d'utilisateurs, et nous, c'est pareil, par défaut, en fait, on a des domaines de tracking, mais qui sont utilisés par tellement de personnes qu'au bout d'un moment, en fait, si tu as d'autres personnes qui font du spam, sans que toi, tu le saches et que, voilà, ben, en fait, tu te retrouves à payer un peu les pots cassés de ces personnes-là, tu vois. Ouais. Parce que ce domaine de tracking, tu vois, il faut, nous, tu vois, on a un système en interne pour les changer régulièrement parce qu'on sait que certains utilisateurs ne respectent pas les best practices des envois d'email et forcément tombent en spam et donc potentiellement peuvent faire tomber en spam d'autres utilisateurs. Ok. Mm. Et justement, je vais te demander, du coup, là, vous vous rendez compte que dans les clients que vous avez, il y en a beaucoup qui ne font pas ça, qui n'ont pas mis en place ce setup de... Ouais, nous, on est très axé, tu vois, sur l'éducation, c'est-à-dire qu'on essaye d'envoyer énormément de ressources intéressantes à nos utilisateurs pour qu'ils puissent faire ça. À côté de ça, en plus, tu sais, on a la communauté The Sales Automation Family qui permet justement à toutes les personnes qui se lancent dans le coding de poser des questions sur leur setup, etc. Donc, c'est des problématiques qui reviennent très souvent. Et du coup, tous nos utilisateurs, en fait, qu'on forme et qui font partie de cette communauté,
sont ensuite, eux, ceux qui forment ensuite les nouveaux utilisateurs. Tu vois, il y a une vraie Ok. communauté. Donc, parfois, je vois une question qui passe, je me dis que je vais répondre et là, je vois qu'il y a déjà trois réponses, tu vois. Et c'est des gens qui repartagent les ressources qu'on a là-dessus, sur ce sujet, etc. Donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment l'éducation parce que c'est un sujet sur lequel il faut se former un peu comme tout, quoi. Ouais. Et on va revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que justement, là, tu as déjà donné. Je voulais savoir, en fait, parce que là, tu nous as cité les challenges, justement, Ouais, pour, du cold emailing. ouais, Pour le troisième, tu nous as déjà donné comment tu fais justement pour le résoudre. Mais pour le premier que tu nous as cité, donc qui est la data, les données et le ouais, ciblage, qualité. Ouais, qu'est-ce que tu fais justement pour résoudre tout ouais. ça? Alors, il y a dans un premier temps, et tu vois, c'est là où je pense que les sales, les commerciaux et l'équipe marketing doivent travailler vraiment main dans la main. C'est la définition en fait de son ideal customer profile, donc le persona ou ouais, persona en français, on dit, je pense, c'est un mot latin, mais globalement, c'est quel est ton client type. Mhm. Et ça, typiquement, en fait, il faut que l'équipe marketing et l'équipe sales travaillent ensemble. En gros, le test classique, c'est envoyer à ses clients payants, les top clients payants, leur envoyer un message en leur demandant si vous ne pouviez plus utiliser notre service ou produit, comment est-ce que vous vous sentiriez. Ceux qui sont très déçus, il faut les mettre dans un bucket à part, donc dans un tiers, on va dire. Mhm. Ceux qui sont moyennement déçus, il faut les mettre dans un autre tiers. Et ceux qui ne sont pas déçus, il faut les mettre dans un autre tiers. Ceux qui ne sont pas déçus, en gros, on s'en fout, il ne faut pas focus dessus. Ceux qui seraient très déçus, c'est en gros les top clients. C'est-à-dire que sans votre service produit, ces gens-là, s'ils sont très déçus, ça veut dire que du jour au lendemain, en fait, bah, c'est les gens qui voient le plus la valeur de votre produit. Donc ces gens-là, après, il faut les mettre, du coup, quand vous les avez en tiers, en fait, il faut regarder avec plus de détails qui ils sont. Donc, est-ce que c'est une boîte qui a levé de l'argent? Est-ce que c'est une boîte qui fait beaucoup de chiffre d'affaires? Quelle est la taille de la boîte? Quelle est l'industrie? Quelles sont les personnes qui ont signé ce deal, etc. Et en fait, il faut récupérer énormément d'informations sur la personne et la boîte pour faire, créer sa persona, donc on peut faire du profilage. À partir de ça, il faut essayer de trouver du coup plus de personnes comme ça. Et le meilleur aujourd'hui outil pour faire de la prospection B2B, enfin pour trouver en tout cas sa cible, c'est LinkedIn, bien évidemment. Donc avec Sales Navigator, on arrive à être très précis dans le filtrage, notamment avec la taille de boîte, le nombre potentiellement d'employés. Même on peut regarder à quel point la compagnie grossit. Donc si par exemple la compagnie a recruté plus de, je sais pas moi, 50 personnes dans les 10 mois, on peut le savoir. Et du coup, ça permet de donner plein d'indicateurs qui permettent ensuite d'adapter son message et du coup son call d'email. Et ça ne veut pas dire forcément, donc il y a plusieurs étapes évidemment dans la personnalisation, mais juste en faisant ça, déjà, je pense que c'est mieux que déjà 90% des mails que tout le monde reçoit. C'est-à-dire que le fait d'être ciblé, par exemple, moi, si voilà, il y a une campagne qui pourrait me cibler, ça serait un CEO, un fondateur, cofondateur d'une startup qui ne veut pas lever d'argent et qui écrit beaucoup d'articles, tu vois. Donc là, boum, il y a plusieurs critères sur lesquels ça serait facile d'automatiser ça et m'envoyer un message qui me parle, en fait. Donc typiquement, Et, ouais, et du coup, ça donnerait quoi? Un email type, justement, là, tu es en train de nous donner les détails, en ouais. fait, d'un email pour toi qui fonctionnerait. Comment tu le structures, justement, cet email? Alors, moi, je pense que c'est bien dans tous les cas de commencer par. Donc, déjà, il y a plusieurs choses. Première chose, c'est l'objet. Ok. L'objet, il y a deux choses qui fonctionnent aujourd'hui. C'est soit être ce qu'on va dire casual, donc c'est être assez normal, quoi, langage de la vie de tous les jours, soit être très spécifique. Donc, je vais donner des exemples. Casual, ça va être par exemple lunch, point d'interrogation, déjeuner, point d'interrogation, on se prend un café, point d'interrogation en français. Et après, ultra spécifique, ça va être par exemple un moment où je sais qu'on va au même event, toi et moi, parce que j'ai récupéré la liste des gens qui vont à un événement. Et du coup, je t'envoie un message, rencontrons-nous à tel event, prénom. Donc là, comme ça, il y a deux mots qui parlent à la personne, c'est-à-dire le nom de l'événement parce qu'on sait qu'il y va, et il y a son prénom en plus, donc il se dit que c'est personnalisé. Donc ça, c'est les deux types d'objets qui fonctionnent ultra bien. Ensuite, dans le début, la première phrase, on n'est pas forcé d'utiliser toujours bonjour, prénom, etc. Parce que ça, c'est des formules qu'on utilise tous et par conséquent, qui vont avoir tendance à allumer, entre guillemets, les détecteurs au sein de notre imaginaire, on va dire, Ouais. et se dire, bah, attends, ça, c'est un message de prospection. Alors que par exemple, un message très simple, si je t'écrivais à toi, ça pourrait être
j'ai regardé ton profil LinkedIn, Elric. Donc, tu vois, là, j'ai rajouté donc, ton first name, le tag first name, je l'ai rajouté après, où j'étais en train de regarder ton profil LinkedIn. Très impressionné par ce que tu as accompli en sales au cours des dernières années. Donc déjà, petit compliment. Donc tu vois, toi, tu regardes ça, tu te dis, ah ben attends, c'est cool. Déjà, ça change parce que le mec n'a pas dit bonjour Elric ou hello Elric ou voilà. Il a mis mon nom à un autre endroit dans la phrase. Et ensuite, il me parle de sales et il sait que je suis sales. Voilà, tu vois. Donc ça, c'est un level de personnalisation un petit peu plus avancé parce qu'on va dire en amont, tu as regardé. Si tu veux faire de l'ultra personnalisation, donc là, c'est dans des cas où tu as une structure de sales, par exemple avec les BDR, les SDR, les accounts, etc. Tu demandes à ceux qui récoltent la data de trouver une phase de personnalisation par personne que tu contactes. Donc pour toi, par exemple, une phrase de personnalisation, ça aurait été Hello Eric, j'ai écouté ton dernier podcast, j'ai adoré ton épisode avec Guillaume. Évidemment, c'était le meilleur. Non, mais tu vois quelque chose comme ça, en fait, où tu sais cette phrase, en fait, tu te dis, bah, ça n'a pas pu être entièrement automatisé, tu vois. Et en fait, le fait, et après, dans tes outils d'envoi de mail, ce que tu pourras faire, c'est que cette phrase, en fait, ça devient une variable. Tu l'as appelée phrase de personnalisation, par exemple. Et dans ton email, ça sera l'objet. Ensuite, première phrase, c'est phrase de personnalisation comme un tag qui est remplacé automatiquement. Et après, deux, trois aspects. Une fois que tu as ça, du coup, petite phrase. Moi, ce que j'aime bien dans mes premiers emails, c'est d'être assez évasif. Je mets pas de signature, tu vois, brandée, parce que les signatures en HTML trop complexes, ça a aussi tendance à diminuer la délivrabilité. Je pars du faut bien le prendre en compte aussi que sur les premiers emails, ça aide pas. Ouais, exactement, ça aide pas. J'essaye de mettre, tu vois, moi en général, je fais de la prospection par vidéo parce que ça marche assez bien. Mais après, tu vois, l'idée, c'est d'essayer d'éveiller la curiosité en fait de la personne. Donc, en gros, plus ton message va être évasif sur la raison pour laquelle tu vas vouloir rencontrer la personne, mais tu as quand même montré que tu t'étais intéressé à la personne et qu'il y a une phrase d'accroche. En fait, il suffit d'une phrase d'accroche. Tu n'as pas besoin d'être dans le sales pur et dur à dire regardez, on a plus de 8000 clients, ils sont tous basés aux US, du coup, on est la meilleure boîte du monde et on s'aime. Ça, tu vois, ça marche pas, quoi. Si tu reçois des messages, tu as l'impression, les mecs, ils ont écrit un pavé sur eux et pourquoi c'est les meilleurs, mais c'est pas comme ça. C'est pas quand tu vois, c'est mieux de montrer que de dire, en fait. C'est un peu ça. Et du coup, parce que tu es en train de dire il faut que ce soit évasif. Donc, du coup, là, tu es en train de dire tu ne parles pas de toi. Ouais. Qu'est-ce que tu mets justement du coup? Bah, du coup, tu vois, par exemple, ça peut être, en fait, il faut être évasif dans le sens où il ne faut pas parler de soi, mais par contre, il faut éveiller la curiosité. Donc là, et montrer pourquoi, tu vois, c'est un bon fit, donc potentiellement apporter de la valeur. Donc pour toi, tu vois, ça pourrait être, enfin, moi, je pourrais te dire un truc du genre, j'ai bossé en sales pendant 10 ans, à manager des SDR. Je trouve que ce que tu fais, c'est génial. Est-ce que tu aurais 10 minutes pour qu'on échange sur les best practices pour former des équipes BDR, tu vois? Donc, tu vois, toi, typiquement, genre, je vois que tu es dans une phase où potentiellement, ça se trouve, tu vas prendre en management, tu vas arriver dans des trucs de formation où tu es toujours, je vois que tu fais un podcast, que tu es intéressé par les sales. Donc, je me dis que tu serais prêt à prendre un call de 10 minutes avec quelqu'un juste pour pouvoir parler, tu vois, Et moi, c'est des trucs que je fais assez souvent. Hein, tu vois, on me contacte, on me parle de growth, etc. Ça m'arrive de pouvoir prendre 10-15 minutes, tu vois, pour échanger avec quelqu'un. Donc là, comme tu vois, dans mon message, j'ai rien essayé de te vendre. Je voulais juste vérifier si tu étais intéressé, tu vois, de discuter de sales. Et après, petit truc Et après, évidemment, tu peux rajouter une petite phrase dans tes messages d'après pour te présenter, tu vois. Donc, faire un follow-up. Donc, moi, en général, je fais des séquences, donc c'est-à-dire des cadences de mails avec des relances tant que la personne pas. En général, il y a 5 étapes. Et du coup, tu vois, il ne faut pas être trop pressé, en fait. Tu vois, c'est une construction de relation, donc ça se fait par étapes. Donc alors, pour récapituler un peu ce que tu es en train de dire. Ouais. Le premier email, c'est plus pour, comment tu dis en français? Pour commencer à… j'ai plus les mots en français, pardon. Ouais, c'est le chauffage, on va dire. Exactement. Le chauffage où tu essayes de générer une curiosité en fait dans ton premier email. Et donc, c'est pas du tout un… Tu vas pas aller sur un meeting justement directement pour présenter ta solution. C'est plus commencer une conversation avec ton prospect. Exactement. C'est commencer une conversation. De toute façon, en gros, tu vois, les stats, elles sont assez simples. Hein. C'est quand tu as ultra bien ciblé et que tu fais du mass mail à essayer de vendre à tout prix et pousser ta solution, tu vas avoir globalement très, très peu de réponses. Par contre, après, tu vois, dès que tu essayes de créer des relations, en fait, moi, c'est ce que j'aime en B2B, tu vois, c'est que dans tous les cas, j'essaye pas de forcer les gens à utiliser notre produit ou service.
S'il y a des gens qui sont très contents avec leur solution actuelle, très bien, tu vois. Je peux leur présenter des avantages et pourquoi, tu vois, nous, ce qu'on fait, c'est mieux et ça peut leur apporter plus. Mais dans tous les cas, je ne vais pas essayer d'être pushy et d'être Ouais. à tout prix pour les sales parce que de toute façon, en B2B, c'est qu'une question de ROI, tu vois. Si je te dis que tu as une Ouais. solution qui permet d'avoir plus de ROI, bah dans ce cas-là, tu vois, ouais, est-ce que tu serais chaud pour la tester? Sûrement, tu vois. Mais après, voilà, tu vois, c'est toujours des questions de priorité et dans tous les cas, les relations, ça prend plus ou moins de temps, tu vois. Et donc, tu vois, le fait de pouvoir échanger avec quelqu'un, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Passer un sales call, tu vois, de 20 minutes où tu comprends en fait vraiment qui est ton client type, qui est ton utilisateur et pourquoi dans certains cas, c'est pas un bon match, bah ça a énormément de valeur. Ouais. De toute façon, tu sais même, bah, après, là, c'est pas pour rentrer, je sais que c'est pour toi, comme tu vois tout le cycle de vente, Ouais. aussi, Mm. ça te permet en fait d'avoir des clients en fait, qui vont rester, qui vont pas Ouais. juste tester l'application, enfin, ta solution, et dans 2 mois, ils vont arrêter de l'utiliser. Et ça, pour Ouais, toi, bien enfin, sûr. c'est du temps, enfin, j'imagine que c'est du temps perdu quand tu peux passer du temps avec des prospects qui sont vraiment Ah oui, intéressés. c'est clair. Ouais, c'est clair. Un prospect qui est pas un bon. Ça, je le faisais au début, tu vois. Genre, j'étais à tout prix. Parce que tu vois, tu peux être. Quand je commençais les sales, voilà, tu vois, je me disais, j'essaye d'être en mode closer, etc. et tout. Et c'est marrant pendant un temps, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu vas closer, entre guillemets, des prospects qui n'ont pas l'utilité de ton produit ou service. Et en fait, en gros, 2 mois après, comme tu dis, ils l'utilisent pas et ça fonctionne pas, tu vois. Alors que c'est mieux d'essayer de trouver vraiment les gens pour qui l'outil que tu as développé va apporter le plus de valeur. Ouais, c'est ça. Et donc, tu nous disais, pour le cold emailing, du coup, tes séquences sont en 5 étapes. Donc, le premier Ouais, email, c'est 5 pour étapes. le le prospect, pour Ouais, essayer d'avoir création de quoi? relation, voilà. Le deuxième email, ça donnerait quoi? Deuxième email, ça peut être un mail relativement court. Tu peux le faire en général 2, 3 jours après. Moi, en général, je le fais juste, tu vois, c'est un petit mail de follow-up, de relance, disant, juste pour être sûr que tu avais vu le message que je t'ai envoyé ci-dessous. En gros, les mails qu'on envoie avec la liste, tu sais, ils sont threadés, donc ils sont dans le même fil. Ok. Et du coup, tu vois, c'est très court, quoi. Comme si je faisais une relance à un collègue. Mail 3, ça va être un peu plus avancé. Donc là, typiquement, je vais essayer d'apporter de la valeur. Donc un truc que je fais en général, c'est utiliser des images personnalisées. Ou typiquement, tu vois, nous, on peut mettre en fait dynamiquement avec l'emlist et automatiquement, en fonction de l'email de la personne qu'on contacte, on peut mettre des screenshots de son site internet. Donc sur n'importe quelle photo. Donc en général, tu vois, je vais prendre une photo comme ça ou en meeting avec des gens près d'un écran pour un rétroprojecteur et automatiquement, il y aura le screenshot de la personne qui apparaîtra. Et du coup, je leur fais un petit message en disant, voilà, on était avec l'équipe, on a regardé sur 2, 3 stratégies growth, etc., qui pourraient être adaptées à votre site. PS, j'ai mis la photo juste en dessous, tu vois, comme ça, ils voient qu'il y a leur site, etc. C'est ultra personnalisé. Et je leur dis, si tu as 5 minutes pour qu'on discute de ce qu'on a pris comme note, n'hésite pas, tu vois. Donc là, j'apporte de la valeur, tu vois. Si tu veux faire un truc encore plus personnalisé, tu peux avoir quelqu'un dans ta team qui a passé du temps soit sur un profil, soit sur un site, à essayer de récupérer genre 2, 3 points de choses qui peuvent être améliorées ou sur lesquelles tu pourrais discuter, tu vois. Ça peut être sur leur site, ça peut être sur un article, peu importe. Et du coup, ça permet en général d'augmenter le taux de réponse. J'ai aussi des templates un peu créatifs que j'utilise, typiquement avec Starbucks Café, tu vois, où en fait, je tiens un Starbucks dans ma main, j'ai une coupe de café Starbucks et dessus, dynamiquement, tu vois, on a la fonte un peu Starbucks qui permet de mettre le prénom de la personne. Et c'est en gros, vas-y, je t'apporte un café, 5 minutes, on discute de ça, ça, ça. Et dedans, alors il y a plusieurs trucs que tu peux rajouter dans les emails. Cette fois-ci, donc dans le mail 3 avec justement le meeting avec la team où il y a la petite photo, ce que j'essaye de rajouter en général, c'est cette fois-ci une partie sur moi, dans le sens pourquoi est-ce que tu devrais me parler. Donc là, typiquement, tu vois, si je vais contacter des head of growth qui font partie de ma team, de ma site, pardon, je vais leur dire, bah, écoute, moi, j'ai grossi la liste de 0 à plus de 8000 clients en 18 mois. J'aimerais bien échanger avec toi, tu vois, sur déjà 2, 3 trucs que nous, on fait, qui ont cartonné pendant ces 18 mois, et voir avec toi si ça t'intéresse, tu vois. Et donc, typiquement, tu vois, tu as un teasing, quoi. Tu te dis, attends, tu as un gars qui a réussi à faire ça, 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 bah, potentiellement, tu as envie de lui parler. Et en fait, ça, tu peux le faire. Peu importe ton poste, tu peux le faire parce que tu as toujours des choses intéressantes à raconter, tu as toujours des choses à dire. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que tu peux faire, c'est dans un mail encore après, rajouter une success story. Typiquement, Ok. si tu cibles des concurrents,
Enfin, tu vois, si tu as déjà closé un concurrent, etc., ou un leader dans une industrie, en fonction évidemment de comment tu fais ton approche, parce que là, on reste sur un niveau très, on va dire, large et on a une vision très globale. Mais globalement, la prospection, tu vois, elle peut se faire en ABM, donc Account-Based Marketing. Donc là, l'idée, c'est d'être beaucoup plus sur des comptes, donc de la prospection par compte, où là, tu peux être beaucoup plus créatif parce que typiquement, tu te dis, bah, OK, nous, notre but, c'est par exemple de signer L'Oréal. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, on va aller chercher des infos sur L'Oréal ultra pertinentes. Et là, tu peux dire, bah, voilà, d'ailleurs, on a une success story, tu vois, une étude de cas avec Procter Gamble qui ont utilisé notre solution et qui ont eu des résultats, tu vois, très efficaces, quoi, sur la partie cosmétique, machin, tu vois. Et donc, Et, juste pour te demander, la success story, là, tu l'envoies quoi? C'est dans ton quatrième email? Ou c'est... Ouais, voilà, faut plutôt le faire à la fin. Plutôt Ok. le faire à la fin, c'est dire. D'ailleurs, tu peux le même mettre dans un PS. PS, je me disais que ça pouvait t'intéresser. On vient de publier cette success story avec Procter. N'hésite pas si tu veux en discuter ou voir comment on pourrait essayer de faire en sorte que vous deveniez la prochaine success story, tu vois. Et ok, d'accord. Et j'ai donné une information parce que là justement, je parlais avec un prospect, c'était quand mercredi dernier, Ouais, Adecco au Mexique. Euh, ouais, donc Adecco, pour nous, c'est un client. Enfin, je remets dans le contexte à chaque fois pour ceux qui écoutent, ouais. pour écouter les autres épisodes. Je bosse pour une boîte qui vend une plateforme de recrutement. Donc, du coup, Adecco, entreprise de recrutement. Donc, du coup, c'est très gros prospect pour nous. Ouais. Et, dans les mails de prospection que j'ai envoyés à la personne qui prend la décision chez Adecco, j'avais parlé premièrement, en fait, nous, on a Adecco comme client, mais en Australie et en Nouvelle-Zélande. Hmm. Et en fait, au Mexique, je lui avais envoyé l'email en lui disant, bah, tiens, je t'envoie l'étude de cas d'Adecco en Australie. Et il ne m'avait pas répondu. Et après, je lui avais envoyé une autre étude de cas avec Walmart au Mexique. Et là, il nous a Ok, répondu. ok. Et dans l'appel qu'on a eu avec lui, il nous a dit, bah, Adecco Australie, en fait, je m'en fous, clairement, parce que même s'ils ils sont dans le même groupe, mais enfin, en soi, l'Australie, Ouais, l'Australie, c'est un ils ont marché différent. Ouais. c'est un marché différent. Donc, en soi, il nous a dit, moi, enfin, je m'en branle, clairement. Donc, c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Mais quand tu m'as parlé que tu travaillais avec Walmart, là, par contre, je me suis dit, ah ouais, donc ils savent ce qu'ils font. Ils bossent avec une boîte qui est, on va Ouais, dire, ils font pas la même chose, mais qui connaissent le marché mexicain. Donc, du coup, là, c'est pour ça qu'il m'a répondu. Donc, ouais, c'est marrant. parce que, en fait, j'étais en train de dire ça parce que je me suis rendu compte, c'est qu'au final, c'est pas parce que tu as même aussi la même boîte dans un autre pays que ça peut fonctionner. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Et en fait, ce qui les intéresse le plus, c'est d'avoir vraiment une boîte qui est similaire, enfin la concurrence, clairement, comme tu disais, ou alors Ouais. une boîte qui est similaire. Mais je me suis rendu, en fait, je suis en train de me rendre compte que enfin, citer des boîtes qui n'ont rien à voir avec ton prospect, au final, c'est pas, je ne sais pas si c'est très intéressant. Et Non. toi, qu'est-ce que tu en Ouais. penses justement de Non, ça? non, non, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que c'est bien de justement, ça fait partie des stratégies. En fait, en gros, si tu veux, dans la prospection, pour moi, tu as plusieurs stratégies. Tu as la partie vraiment par rapport au poste des gens. Donc là, c'est quand tu as des produits, tu vois, qui sont généralement assez mass market, qui s'adressent un peu à tout le monde, Ouais. où là, du coup, tu peux faire un peu de façon très verticale, euh, ouais, très horizontale, pardon. Et Pas de souci. là, j'ai eu un vrai bug. Et du coup, par contre, la deuxième partie, c'est la partie verticale, du coup, par industrie. Ouais. Ça y est, j'y arrive. Pas de souci. Et en fait, du coup, là, sur la partie verticale, en fait, c'est là où c'est très pertinent, par verticale, d'avoir deux, trois noms, ou même un nom, en fait, ça suffit, mais de boîtes avec qui tu as travaillé, tu vois. Genre, si tu es dans le bâtiment, si tu es Bouygues, bah, c'est très bien, tu vois. Si tu es dans, je sais pas, le cosmétique, si tu es L'Oréal, c'est très bien. Si t'es... Et ainsi de suite, en fait. Et du coup, ça, par industrie, c'est aussi une façon de verticaliser de façon très intéressante. Et ensuite, après, comme je te disais, là, c'est beaucoup plus ciblé. C'est la partie faire par compte. Et donc là, c'est en général. Et en fait, la stratégie que tu vas utiliser en tant que boîte, elle dépend globalement de ton panier moyen. Et ça, c'est ultra important de le savoir dès le départ. C'est-à-dire que nous, tu vois, par exemple, on vend des abonnements à les $49 par utilisateur. Euh, Clairement, faire du account-based, donc par compte,
Mhm. Ça a très peu de sens sur moi, enfin pour moi, de le faire ça sur la plupart des PME, tu vois, parce que Ouais. ça sera des paniers moyens beaucoup trop petits. Par contre, sur des boîtes qui sont ouais, grosses PME ou voire de l'enterprise, là, je peux y aller, tu vois, parce que je sais que ça va être des deals beaucoup plus élevés et que le temps que j'aurais investi initialement va m'apporter un bon retour sur investissement. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait. Et tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais un peu de tes différents tiers, Ouais. par rapport aux questions que tu posais à tes clients, etc. Mais en fait, c'est là où globalement, par tiers, tu peux décider de différents types de prospection. Donc, ton tiers 1, qui est censé être ton top tiers, donc les clients pour qui tu apportes le plus de valeur, ceux-là, tu vois, en fait, comme c'est eux à qui tu apportes le plus de valeur, c'est en général ceux qui sont faciles à closer. Donc, ceux-là, tu vois, tu peux les mettre dans une approche plus personnalisée, etc. Le tiers 2, bah, tu vois, il faut que ça soit des gens qui potentiellement te rapportent un peu moins d'argent. Donc, eux, en général, tu les mets en vertical industrie. Et le tiers 3, c'est justement ce que je disais, la partie totalement horizontale. Et là, tu vois, tu as un message un peu plus général, mais qui potentiellement va résonner avec les envies de ces personnes. Ok. Et du coup, tu vois, depuis que tu as commencé à faire ça, tu le fais depuis le début de l'EMLIS, ça, ou Non, à non, partir non, de pas quand? du tout, pas du Ok. tout. En fait, Et, de toute façon, en gros, quand tu es une startup, tu as tes personas, et même quand tu es une boîte un peu plus établie, mais je pense que c'est plus vrai dans une startup, c'est-à-dire que tes personas évoluent tout le temps. ouais. Ton produit va aussi évoluer. Tu vois, nous, quand on a lancé, évidemment, bah, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on peut faire, quoi. On était vraiment un outil de cold emailing ultra spécialisé au départ. Et là, on se transforme petit à petit, tu vois, sur une plateforme beaucoup plus sales automation où on peut faire, on est ultra bien connecté avec Salesforce, HubSpot, Pipedrive. On a la capacité aussi de faire des calls avec Aircall, rajouter des tâches manuelles. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus la prospection 3.0, quoi. Et pour revenir, enfin, pour terminer sur la séquence d'emails que tu étais en train de Ouais, me dire, le cinquième email, ça, du coup, c'est ton dernier email. ouais. Tu Cinquième le termines email, c'est comment? alors, en fait, tu as plusieurs trucs. C'est vrai que c'est un truc assez classique de faire ce qu'on appelle break-up email, genre l'email de rupture. Je pense que c'est quand même pas mal, en vrai, d'expliquer à ton prospect, enfin, lui dire que tu vas arrêter de le contacter, mais que, et là, mettre deux, trois points, ou en tout cas, essayer d'avoir une réponse très rapide. Il faut que le message soit simple et lui laisser trois choix. Je trouve ça en général assez bien pour savoir pourquoi est-ce que, tu vois, parce qu'en fait, moi, ça m'arrive de faire ça et juste, il y a des prospects qui sont pas prêts parce que ça arrive et qui ont juste pas le temps parce qu'ils sont sous l'eau pour X ou Y raison. Et du coup, en fait, ce mail-là, ça te permet potentiellement de mettre tes prospects dans un autre panier qui peut être le panier marketing, donc de lead nurturing, où là, tu vas leur envoyer des séquences marketing avec des études de cas sur les prochains mois, tu vois. Et ça, c'est des gens qui sont contents, en fait, d'avoir des potentiels updates sur ta marque, sur ce que tu fais, les évolutions produits, etc. Et en fait, qui te recontacteront plus tard. Et justement, pour revenir sur ce que tu es en train de dire là, tu as commencé à en parler que parfois tu as des prospects qui ne sont pas prêts, donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne te répondent pas. Ouais, Et tu as déjà commencé à répondre. En fait, du coup, tu les mets dans des campagnes de nurture. ouais, s'ils acceptent, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais d'autre aussi? Enfin, tu fais uniquement ça ou t'as Moi, d'autres process ouais, sur ça? nous, on a d'autres stratégies, en fait, tu vois, parce Ok. que, en fait, le truc, c'est que, comme tu le sais, je pense que, bah, on s'est rencontrés sur LinkedIn, nous deux. Oui, exactement. Et du coup, je poste beaucoup de content, beaucoup de contenu sur LinkedIn. Et en fait, moi, tu vois, sur ma stratégie nurturing, entre guillemets, j'ai deux axes principaux qui sont un, l'email, donc avec des outils faits pour ça, donc pas du tout l'Emlist, hein, parce que l'Emlist, c'est vraiment pour du sales, pas du tout de l'email marketing, où là, on va mettre donc dans des campagnes de nurturing, donc essayer d'apporter de la valeur. Ça peut être télécharger des livres blancs, récupérer des cours sur le cold email, les sales automation, etc. Et après, j'ai toute l'autre partie qui est LinkedIn, c'est-à-dire qu'en général, j'essaye d'être assez bien connecté avec nos prospects sur LinkedIn afin qu'ils puissent voir mon contenu en continu et qu'au bout d'un moment, tu vois, quand ils sont prêts, je sais qu'ils me contacteront en fait. Parce que dans tous les cas, toutes les semaines, tu vois, moi, je fais des posts qui font entre 10 000 et 200 000 vues, tu vois, à chaque fois, donc deux fois par semaine. Ce qui veut dire que potentiellement, ça permet aux gens d'avoir un flow continu où ils voient ma tête, ils savent que j'existe, Ouais. etc. Et ça a de la valeur. Et le Mm. jour où ils sont prêts, justement, Ouais, bah, on est exactement, une ils petite savent. plateforme, Ouais, ce ouais. sera l'Emlist. C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, c'est quoi les deux autres choix?
tu disais, il y a un choix, c'est donc il n'est pas prêt, tu le mets dans une campagne de marketing Ouais. justement pour lui donner des conseils enfin, sur le cold emailing. Et les deux autres choix, Les qu'est-ce que deux autres tu leur choix, en dis? fait, il peut dire genre juste, tu sais, ça peut être un truc du genre j'étais sous l'eau, mais OK pour un call de 5 minutes, tu vois. Et en fait, il faut lui laisser, en fait, il faut toujours laisser, toi, quand c'est un peu le syndrome de la dernière chance. En fait, on est tous très occupés et on part du principe que de toute façon, enfin, plus tu deviens occupé, donc plus tu montes un peu en termes de responsabilité, et donc plus les prospects que tu veux cibler ont des responsabilités, plus ils vont avoir tendance à ignorer les emails de façon générale, tu vois. Et du coup, le fait de la dernière chance, en fait, bah, en gros, on se dit c'est quand même la dernière chance, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, tu as toujours l'impression de perdre quelque chose. Et ça, c'est un sentiment, tu vois, c'est assez classique, mais ça fait partie, tu vois, de la psychologie des sales de façon générale. Et même si moi qui suis dans les sales, je le sais, si on me dit il te reste 2 heures pour répondre à ce message, je vais quand même me poser la question, est-ce que je dois répondre à ce message, tu vois, ou je me dis, ah, je sais pas, je vais peut-être perdre un truc, tu vois. Et c'est con, tu vois, enfin, mais c'est un comportement tout à fait humain. Et c'est ce qu'on appelle en anglais scarcity, tu vois, genre la rareté. Quand Mhm. quelque chose est rare, bah, tu vois, on a le truc en français, ce qui est rare est cher, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai. Ok. Et justement, pour les gens qui cherchent en fait des raccourcis dans la prospection, enfin que ce soit dans voilà, la prospection, le cold emailing, cold calling, qui cherchent en gros tel meilleur modèle, template pour ces emails, Ouais. qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi l'état d'esprit justement à avoir plutôt que de chercher justement ce petit raccourci? Je pense que dans tous les cas, il faut être très analytique. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je suis, entre guillemets, pas choqué, mais je suis très, enfin, c'est décourageant de voir le nombre de personnes qui font, par exemple, jamais d'A/B test. Donc, A/B test, c'est tester une variante d'un email versus une autre variante. Typiquement, premier email, j'ai mis un objet et donc pour une même cible, je vais envoyer 2 emails différents avec 2 objets différents. Et je veux voir quel email a les meilleures statistiques. Ouais. Je vais te poser comme question, tu fais deux objets différents et le corps de l'email c'est le même ou tu fais des emails Ouais. différents justement? Ok. Alors, en gros, on peut tester plein de choses. Moi, j'ai des plans d'expérience assez poussés là-dessus. Donc, je vais me faire un mail où c'est juste, je teste l'objet. Ensuite, je vais faire un mail où je teste le corps du mail. Un mail où je vais tester, par exemple, image personnalisée versus sans image. Un mail où je vais faire texte versus vidéo. Un mail, il y a plein de choses à tester. Et dans tous les cas, tu vois, il y a un mail où je vais faire, par exemple, une approche plus formelle et un mail où je vais faire une approche beaucoup plus relaxe. Et en fait, tester, tester, tester. En fait, le cold email, il faut voir ça comme c'est un sport au final. Et c'est comme les sales. Plus tu t'entraînes, meilleur tu seras. Et il y a des gens, en fait, qui sont trop feignants, entre guillemets, et je peux comprendre, tu vois, parce qu'on a tous beaucoup de travail et tout. Et donc, qui ont tendance à se dire, bah, OK, c'est bon, il y a l'équipe marketing qui a écrit un template. En général, l'équipe marketing, il ne faut pas qu'ils écrivent les templates. Parce que c'est des marketeurs. Et moi-même, qui suis de définition marketing, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on a envie de faire l'email template parfait avec voilà, réutiliser les taglines, etc., qui sont utilisés sur le site, mais ça ne marche pas du tout. Un bon mail de prospection, il s'écrit depuis Messenger ou depuis WhatsApp. Il faut que le mail de prospection, tu l'écrives à un ami, en fait, ou à ton pote, ou à ta mère, ou peu importe, mais que tu l'écrives, tu vois, depuis ton téléphone. En fait, tu verras que la façon dont tu l'écris, c'est exactement la façon dont tu écris des mails à tes collègues. Et c'est ce que tu veux, en fait. Tu veux que, en fait, les mails, tu vois, ils soient écrits de façon assez naturelle, qu'ils soient écrits. Sinon, en fait, on le voit directement. C'est pas un exercice facile, mais ça aide vraiment beaucoup de le faire sur son téléphone et après de se l'envoyer à soi-même. Parce que sur le téléphone, on n'a jamais tendance à envoyer des mails de prospection depuis son tel, tu vois. C'est un peu bizarre. Sur son Ouais. tel, on est plus avec les amis, la famille et potentiellement répondre à 2, 3 emails, mais c'est rapide. En fait, c'est ça ça donne un peu ce côté-là à la prospection qui est très intéressant. Et justement, j'ai rajouté, c'est super intéressant ce que tu dis parce que en soi, toi, si tu l'écris depuis ton téléphone, en fait, c'est comme si tu te mettais à la place de ton prospect parce que généralement, ton Ouais. prospect va lire premièrement sur son téléphone Ouais. et ce sera pas un long email ou justement qui va pas forcément lire. Et Ouais, c'est clair. non, j'avais pas pensé justement justement à faire à l'inverse, justement te l'écrire directement sur ton téléphone, mais je pense que ça peut être un bon exercice. Ouais, c'est un très bon exercice. Franchement, pour les sales, c'est un très, très bon exercice à faire. En fait, c'est intéressant même de leur faire écrire, tu vois. Tu leur fais genre, premier message, par exemple, tu le fais écrire sur le téléphone et deuxième message, tu leur dis de l'écrire sur l'ordi, tu vois. Et tu verras directement la différence, quoi. Et
c'est assez choquant de le voir en fait, parce que tu te rends compte vraiment que les gens, on est quand même assez formaté, tu vois, par rapport à l'outil, rien que par rapport à l'outil qu'on utilise. Et ouais, et même en général, justement, tu as plus tendance à. Tu as appris à le faire d'une certaine façon et tu le fais toujours de la même façon et Ouais, tu c'est ça. cherches pas des nouvelles manières de le faire. Ouais, bien sûr. Bah, bien sûr. En fait, c'est toujours pareil. Tu vois, quand tu as appris quelque chose, en fait, c'est difficile de sortir de sa zone de confort. Donc, se sortir de sa zone de confort, ça veut dire s'améliorer. Tu vois, quand tu es en sport, par exemple, c'est assez simple. C'est-à-dire que toi, tu as tes performances et bah, tu sais où tu veux aller. En sport d'équipe, c'est encore mieux parce que du coup, bah, tu as envie d'être meilleur avec tes coéquipiers. Tu vois tes coéquipiers s'améliorer, donc toi aussi, tu as envie d'être meilleur. En sales, bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui font, qui ont une technique de prospection qui fonctionne ou qui fonctionne, tu vois, más o menos, hein, tu vois, genre plus ou moins. Et, mais bon, ça leur suffit, tu vois, ils ont une petite prime à la fin du mois parce que voilà, ils ont closé un petit peu et ça tourne comme ça depuis longtemps. Et eux, ils vont jamais remettre en cause, tu vois, ce statut. Ils vont se dire, bah non, ça va quoi. Alors qu'en soi, c'est ceux qui vont prendre les risques, ceux qui vont tester, ceux qui vont toujours essayer de s'améliorer, qui eux vont devenir, tu vois, Des des, bêtes. ouais, des Et, bêtes et des vrais killers. Ouais, c'est sûr. et ils vont continuer à avancer. Et justement, enfin, C'est le ça. jour où il y a ce que tu disais tout à l'heure, ceux qui utilisent les templates, bah, enfin, peut-être au début c'était un template, mais ils vont pas attendre qu'il fonctionne plus le template pour faire autre Exactement. chose. Ouais, c'est ça, parce qu'ils sont tout le temps en train de tester. Et bon, maintenant on va passer sur les questions un peu plus générales sur la vente. Allez. Euh, quel est le livre qui a le plus influencé justement ta vie de sales, de commercial et pourquoi? Ouais. Alors, moi, je pense que c'était Dan Ariely. Dan Ariely, c'est l'auteur et le livre, c'est Predictably Irrational. Donc, en gros, c'est tout ce qui concerne en fait la psychologie dans les choix qu'on fait. Ok. Donc, en fait, par exemple, on pense que on fait des choix qui sont très rationnels. Enfin, on fait des choix irrationnels et en fait, on se rend compte qu'on peut tout expliquer par la science. Et en fait, c'est des choses donc il y a beaucoup d'expériences qui sont faites, que ce soit sur des étudiants au MIT ou à Harvard, donc pas des gens trop bêtes, tu vois, globalement. On leur fait des tests sur, par exemple, tu vois, quelque chose qui est gratuit. Pourquoi est-ce que le gratuit, tu vois, on perd de la valeur, mais qu'est-ce qu'on gagne en retour? Plein de choses comme ça, tu vois, typiquement, en fait, quand tu donnes quelque chose de gratuitement à quelqu'un, lui, il se sent l'obligation de te retourner quelque chose à un certain moment, tu vois. Et en fait, il y a plein de choses comme ça, des biais un peu psychologiques qu'on peut réutiliser dans la construction de relations et qui marchent très bien, tu vois. Et ça, c'était vraiment un livre que j'ai lu plusieurs fois parce qu'à chaque fois, tous les exemples, en fait, sont super bien et peuvent être appliqués au monde des sales. Ok. Tu peux donner un autre exemple justement du livre, comment tu l'as appliqué dans la vente? Il y a plein de choses qu'on a réussi à appliquer. Alors, un exemple vraiment concret, euh, j'avais un truc un peu bateau, mais ça, c'était plus sur le côté marketing, tu vois. Donc, c'est typiquement, bah, un truc que je peux expliquer, c'est typiquement l'effet bandwagon effect. Donc, c'est Qu'est-ce que c'est? en gros, c'est plus tu as de personnes qui vont dire qu'ils font quelque chose publiquement, plus ça va amener d'autres personnes à vouloir le faire, tu vois. Donc, typiquement, ouais, je vais te donner deux exemples. Premier exemple, c'est ça. Donc, ça, on l'utilise tout le temps. Donc, c'est plus l'aspect marketing. Donc, par exemple, là, récemment, bah, tout à l'heure, tu vois, j'ai fait un webinar. Quand tu organises un webinar et que tu es une boîte, globalement, quand tu as 100 personnes qui s'inscrivent, tu es ultra content, tu vois. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, OK, je vais utiliser mon reach sur LinkedIn pour avoir beaucoup de personnes qui sign up au webinar. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, si vous voulez avoir accès à ce webinar, les places sont limitées. Donc là, tu vois, c'était l'effet rare, etc. Et deux, j'ai dit, si vous êtes intéressé, commentez moi. Et je vous enverrai le lien. Alors que le lien, tu vois, tu pouvais aller sur notre blog, tu l'aurais vu, qu'il y avait un webinar, tu aurais pu t'inscrire, etc. Mais les gens, en fait, ils ont tous commenté moi, 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 moi. Plus il y a de gens qui commentent moi, plus il y a de gens qui commentent moi, parce que tu vois, ton post a de plus en plus de reach. Donc, en fait, tu crées un post un peu viral. Et en fait, je me retrouve avec, je sais pas, des posts comme ça qui font des centaines de milliers de vues, des centaines de commentaires. Et tu vois, on a généré plus de 600 inscrits au webinar grâce à cette technique. Ça, c'était une première technique. Une autre technique, en fait, c'est la partie. Donc, ça, c'est utile quand tu structures des deals un peu avancés. Donc, en fait, c'est de dire que les gens comparent uniquement des choses qui sont comparables.
Donc, en fait, quand tu fais un deal à quelqu'un, plutôt que d'envoyer qu'une seule facture, c'est toujours bien d'en envoyer deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux structurer tes deals de façon différente. Donc, c'est ce qu'on appelle le decoy effect. C'est il faut toujours avoir une de tes propositions qui est globalement vraiment bien moins bien que l'autre. Donc, typiquement, tu vois ce que ça peut être. Ou si tu en fais trois, par exemple, sur trois, ça fonctionne très bien, ça fonctionne encore mieux. Mais c'est typiquement de dire, OK, je te prends un exemple. Tu dis, ben, mon premier plan, tu as accès juste, je sais pas, par exemple, tu dis premier plan, tu as accès ouais, juste au cours en ligne. OK, tu n'as pas de support. Donc, c'est 29 € par exemple. Tu n'as pas de support, tu as accès juste à la FAQ. Deuxième plan, à par exemple 79. Donc, tu vois, tu as un gros gap déjà, 79. Là, tu as accès au support et au cours en ligne. Par contre, troisième plan, que tu mets à 89, donc juste un tout petit peu plus cher, tu vois, que le 79. Là, tu as accès à un customer support rep, premium timing, etc., plus les cours en ligne, plus ci, plus ça. Et tu vois, tu rajoutes énormément de choses, ce qui fait qu'en fait, ce plan-là, en gros, il va être, tu vois, quand tu compares les trois, tu te dis non, mais c'est sûr que c'est celui-là qui est mieux. Regarde toute la valeur que j'ai pour ce prix-là, alors que je rajoute que 10 euros, tu vois. Et du coup, en fait, ça, c'est, tu vois, le decoy, c'était quoi? Ben, c'était le truc du milieu qui était un gap ultra cher et qui a rajouté qu'un tout petit truc, alors que l'autre, en payant un tout petit peu plus, ben, j'ai genre beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de valeur, tu vois. Et ça fonctionne très, très bien. Surtout dans les ventes un peu complexes, tu vois, quand tu fais tu structures des deals un petit peu plus compliqués, bah c'est généralement assez facile de faire le test et de voir que les gens vont toujours aller sur le choix qui a l'impression de te faire gagner le plus de choses. Et, justement, j'avais pas pensé de l'avoir vu comme ça, mais je pense que c'est intéressant de le voir sur les deals aussi. Ça peut être utile. Ouais, sur les deals, ça marche vraiment bien. Moi, je le faisais beaucoup ça dans l'agence où j'étais, où en fait, je donnais trois deals, tu vois, à chaque fois. Je dis, on a trois possibilités, il faut en choisir une des trois, tu vois. Et tu en avais une qui était vraiment genre pas chère, très abordable. Donc ça, en fait, ça te permet aussi de savoir qui est ton prospect. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais toujours un entry price où là, tu sais que tu vas pouvoir automatiser beaucoup des choses. Donc, en fait, que tu demandes, c'est-à-dire tout ce qui prend du temps humain, tu ne le mets pas dans ce package. Tout ce qui te demande, toi, du temps, que ce soit un customer support, un account manager, etc., tu ne le mets pas dedans. Après, tu en fais un au milieu qui, là, demande, qui va rajouter un petit peu de service, mais qui va être très élevé, et un autre, tu vois, qui apporte énormément de valeur. Et là, en fait, tu te rends compte, déjà, ça va te permettre, tu vois, d'identifier si ton client, est-ce que, tu vois, il est sur la partie, en gros, peut-être pas très sûr. Donc, lui, il va vouloir, il se dit, s'il ne te fait pas énormément confiance, il va dire, OK, je prends le truc à pas cher, on voit ce que ça donne, et potentiellement, après, je reste sur le prochain deal. Mais dans tous les cas, tu vois, pas cher, ce qui est bien, c'est que ça te permet de récupérer potentiellement des gens qui sont incertains et qui ont besoin d'avoir plus de confiance. Et une fois que tu leur as montré que tu leur apportes un peu de valeur, là, tu pourras faire de l'upsell. Et donc, une autre team potentiellement qui s'occupe de l'upsell peut s'en charger. Ouais. Et maintenant, on va changer de question parce que là, il nous reste que quelques minutes. Du Ouais, coup, ça on va roule. terminer. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui commence dans le monde de la vente? Quelqu'un qui commence dans le monde de la vente, honnêtement, d'essayer de se former le mieux possible. Donc, lire des livres, c'est essentiel. Lire des blog posts sur les sales, rejoindre des communautés comme Sales Automation Family, donc notre communauté. Je fais un petit placement, mais il y en a d'autres en vrai. Tu m'enverras le lien si tu veux, on le mettra dans la Ouais, description. ouais, grave. Mais en fait, non, mais en fait, tu sais, en fait, faut trouver des communautés comme ça sur Facebook, Slack, etc., où les gens sont assez réactifs. Nous, tu vois, genre, tu regardes sur notre communauté, on vend rien en fait. Tu vois, on n'est pas là à pusher notre produit, on n'est pas là, on met évidemment des updates, mais la plupart des questions, c'est des gens qui posent des vraies questions, tu vois, sur les sales, sur les calls d'email, sur la prospection, etc. Et du coup, en fait, il y a énormément de bonnes ressources. Et du coup, faut pas hésiter à poser des questions quand on est jeune et enfin, même quand on se forme, hein, peu importe l'âge. Hein. Mais il faut vraiment pas hésiter à poser des questions parce que c'est la seule façon de devenir meilleur et la seule façon d'apprendre, en fait. Et quels sont les outils que tu utilises dans ta prospection? En plus de l'Emlist, bien En sûr. plus de l'Emlist, ouais. Alors, nous, on utilise Phantom Buster, pas mal. Donc, ça, c'est ce qui me permet d'automatiser, tu vois, la collecte des datas. Drop Contact aussi pour trouver les emails. Après, j'utilise aussi des bases de données de temps à autre. Nous, on a beaucoup de clients, on a environ 80% de nos clients basés aux US.
Donc, on utilise, tu vois, des Leadfuse, Uplead, donc c'est d'autres bases de données. Après, je vais utiliser aussi, ça peut m'arriver d'utiliser Crunchbase. Donc, typiquement, pour savoir si les startups ont levé, me faire une liste de compagnies, de boîtes qui ont levé de l'argent. Je peux utiliser aussi des outils comme Hauler, tu sais. Hauler, c'est genre pour avoir le revenu des boîtes, donc pour savoir un peu dans quel panier je les mets. Et je peux utiliser aussi des tools comme SimilarWeb gratuits qui me permettent d'avoir une idée du trafic des sites internet. Donc ça, tu vois, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'à partir du trafic des sites internet, en fonction de leur industrie, tu peux potentiellement déterminer un revenu si tu arrives à établir le panier moyen. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, ça te permet, en fonction de ce que tu veux vendre ou dans ta personnalisation, de rajouter des détails, tu vois. Et ça, c'est assez cool aussi. Et là, on arrive sur la dernière question, bien sûr, du podcast. Donc, pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de commercial? Alors franchement, pour tous les commerciaux qui nous écoutent, moi, je pense que sur une cible donnée que vous avez, créez 6 campagnes et regardez celle qui fonctionne le mieux à la fin du mois. 6 campagnes différentes. Soit vous testez les objets, soit vous testez des images, pas d'images, de la vidéo, pas de vidéo, une approche plutôt casual, pas casual, et vous testez. Testez vraiment ça. Faites-vous un petit plan d'expérience. Vous mettez par campagne, vous mettez environ entre 200 et 400 personnes et vous regardez à la fin du mois celle qui fonctionne le mieux. Et vous me donnez vos résultats sur LinkedIn. Ça marche, on fera ça du coup. Bon, bah, du coup, Guillaume, c'était top. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bah, n'hésitez pas. Ouais, si les gens ont plus de questions, je pense qu'on pourra mettre en description le lien vers mon profil LinkedIn. Je réponds assez au taquet sur LinkedIn en général. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, de recommandations sur peu importe. Vous pouvez me contacter sans souci. Et voilà, donc merci à toi, Eric, de m'avoir accueilli sur le podcast. Avec J'espère que grand ça sera plaisir. utile pour nos auditeurs. Et je pense que ça le sera. Et bah, merci aussi à toi d'avoir partagé bah, justement toutes tes connaissances justement sur le sujet. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!